Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment étudier un point stationnaire. Alors voici la méthode qui est tirée de ma fiche que vous pouvez retrouver en description, c'est totalement gratuit. Là, je vous ai remis tout ce qu'il faut savoir à propos de la courbe, donc l'énoncé en fait. Et là, je vous ai remis ce qu'on avait trouvé dans les vidéos précédentes. Donc on avait trouvé 3 points critiques, dont un point stationnaire ici, et 2 points qui avaient une tangente horizontale. Alors du coup, c'est parti pour étudier le point critique. En l'occurrence là il n'y en avait qu'un, mais bien sûr des fois il peut y en avoir plusieurs. Alors du coup, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire pour étudier les points stationnaires, c'est bien évidemment de trouver ces fameux points stationnaires. Alors nous on avait déjà trouvé un point, c'était le point, rappelez-vous, alors je vais écrire ici, c'était le point phi de 0 est égal à 0, 0, comme ça. Alors, petite aparté, le x ici, je l'assimile en fait au chiffre qui est ici. Donc si phi de 0 est un point stationnaire, 0, je le considère comme le x en fait. Bon, ça c'est ma fiche, donc bien évidemment, vous pouvez la télécharger, la modifier après, hein. Donc du coup, étant donné qu'on avait un point stationnaire, il va nous falloir trouver ce fameux P et ce fameux Q. Si vous savez pas trop ce que c'est que ce P et ce Q, je vous renvoie à la vidéo précédente dans laquelle on a bien développé tous les points stationnaires. Alors, étant donné qu'on n'a qu'un seul point stationnaire, là je vais écrire une seule colonne. Mais bien sûr, si on en avait plusieurs, on aurait évidemment plusieurs colonnes, autant de colonnes que de points. Dans la première colonne, donc la seule colonne qu'on a, je vais écrire notre point qui est phi de 0. À partir de là, je vais devoir évaluer dans un premier temps phi de 0, donc on avait déjà trouvé que c'était 0, 0, donc pas de souci. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est dériver phi de t et l'évaluer à chaque fois. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que vous dérivez une première fois, vous évaluez, puis si l'évaluation ne vous convient pas, vous redérivez, vous réévaluez, etc. etc. Là, j'ai déjà tout dérivé, mais vous le faites au fur et à mesure, hein, parce que moi, je connais en fait le nombre de fois dont il fallait que je dérive, mais vous, si vous ne le connaissez pas, faites-le bien évidemment au fur et à mesure. Donc du coup, pour phi' de t, on va l'évaluer. Donc phi', là, on cherche en t égale 0. Donc phi' de 0, si je remplace t par 0, là, ça va nous donner cos 0, ça va faire 1. Donc 1 moins 1, 0. Et sin de 0, ça fait 0. Donc du coup, j'ai bien 0, 0. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est trouver p dans un premier temps. Et p, c'est la valeur de la première dérivée qui est pas nulle. Or là, c'est nul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redériver phi de t, donc là, phi seconde, et on va l'évaluer donc en t égale 0. Donc, sin de 0, ça fait quoi? Ça fait 0, et cos de 0, ça fait 1. Là, on a 0, 1. On est content étant donné que ça, c'est la valeur de la première dérivée non nulle. Donc là, on a p. Et on peut même donner une valeur à p, puisque là, on a dérivé deux fois, donc p est égal à 2. Bien évidemment, ça c'est valable que pour ce point. Si vous aviez un autre point et que la première dérivée était nulle, la deuxième dérivée était nulle, et par exemple la troisième dérivée n'était pas nulle, et bien dans ce cas, pour l'autre point, P vaudrait 3. Mais pour ce point-là, P vaut quand même 2. En fait, il y a autant de P que de points. Et c'est pareil pour Q. D'ailleurs, on va chercher Q. Alors là, c'est ma fiche, donc moi je me comprends quand je fais mes fiches, mais je pense que ça vaut quand même bien que je vous l'explique de manière peut-être un peu différente pour bien que vous compreniez comment est-ce qu'on trouve ce Q. Alors Q, c'est le premier vecteur en fait après P. Donc là, par exemple, ce serait 3. Mais attention, il faut que ce vecteur ne soit pas nul, donc il ne faut pas que ce soit 0, 0. Et ce vecteur ne doit pas être collinéaire à la valeur pour laquelle on avait trouvé P. En l'occurrence, ici, c'est 0, 1. Donc par exemple, si on trouve 0, 2, 0, 2, on voit bien que c'est collinéaire à 0, 1. Donc du coup, collinéaire, c'est parallèle pour des vecteurs. Et donc, il aurait encore fallu dériver pour pouvoir trouver Q. En fait, on va dériver autant de fois qu'on a besoin jusqu'à trouver un vecteur qui soit pas parallèle à celui-ci et qui soit pas nul. Alors là, on a un peu un coup de chance, puisque si on fait la dérivée troisième, du coup, vu que tout à l'heure on avait la dérivée seconde, dérivée troisième de phi de t, ça nous donne ceci. Et donc si je l'évalue en t égale 0, on aurait cos 0 égale 1 et sin 0 égale 0. Donc on aurait 1, 0. On voit bien que 1, 0, c'est pas nul, puisque c'est pas 0, 0. Et on voit bien également que 1, 0, c'est pas parallèle à 0, 1. Puisque si on représente rapidement ces vecteurs, là on aurait le vecteur 1, 0, là on aurait le vecteur 0, 1, on voit bien qu'ils ne sont pas parallèles, qu'ils ne sont pas collinéaires. Donc du coup, on a que Q
est égal à 3. Donc là c'est cool, on a trouvé notre valeur de Q. Donc maintenant qu'on a trouvé P et Q, ce qu'il va falloir faire, c'est voir la forme des points stationnaires. Avant de voir la forme des points stationnaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans la vidéo précédente. Alors, en fait, j'ai même pas écrit. Pourquoi? Parce que ça paraît tellement logique, en fait. Le vecteur vitesse sera celui-ci, et le vecteur accélération, ce sera celui-ci. C'est aussi simple. Donc regardez, si je représente le vecteur vitesse et le vecteur accélération, là, donc le vecteur vitesse, il vaut 0, 1, donc il vaut quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la vitesse. Le vecteur accélération, c'est 1, 0, donc c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est l'accélération. Et du coup, maintenant, rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. On avait dit que la courbe est sortée de manière à être tangente à la vitesse et aller dans le sens de l'accélération. Alors, tangente à la vitesse, aller dans le sens de l'accélération. Quelque chose d'un peu comme ça, en fait. Maintenant, comment est-ce qu'elle rentre? Soit vous l'avez appris par cœur, soit vous vous référez à la fiche. Alors, hop, je pose la fiche ici. Et là, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on a P égale 2, Q égale 3. Donc, P est pair et Q est impair. Donc, P est pair, c'est celui-ci ou celui-ci. Q est impair, c'est celui-ci. Donc, c'est un rebroussement de première espèce. Et il ressemble un petit peu à quelque chose comme ça. Donc bien sûr, j'écris que c'est un rebroussement de première espèce. Évidemment, rebroussement, ça s'écrit pas comme ça, hein, ça c'est juste pour que ça puisse rentrer dans la feuille, tout simplement. Alors, rebroussement de première espèce, évidemment, si on vous pose une question, vous écrivez rebroussement de première espèce en entier, hein, bien sûr. Et donc du coup, à quoi ça ressemble un rebroussement de première espèce? Comment est-ce qu'on rentre dans un rebroussement de première espèce? Alors pour rappel, ça c'est la sortie. L'entrée, à quoi il ressemble? Eh bien, c'est un point qu'on peut identifier clairement, donc ce serait soit par là ou soit par là, parce que pour rappel, hein, si c'était par là ou par là, eh ben, on ne pourrait pas identifier ce point clairement, donc c'est soit ici ou soit ici. Or, un rebroussement de première espèce, vous le voyez bien venir, il sort pas dans la même direction que son entrée, donc du coup, c'est plus celui-ci, voilà. Donc je vais enlever cette fiche, et du coup maintenant qu'on sait qu'on a affaire à un rebroussement de première espèce, et ben je peux le compléter. Donc ce point va rentrer comme ceci et sortir comme ceci. Alors maintenant on a fini d'analyser ce point, donc du coup qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et ben, il va falloir compléter notre courbe. Regardez, ici on sait que ce point il ressemble à quelque chose comme ça, étant donné qu'on sait que là on a une tangente horizontale et là aussi, la courbe aura tendance à aller comme ça et comme ça, un peu plus comme ça. Donc du coup, là, il nous suffit simplement de compléter et on trouve une courbe sous cette forme. Alors évidemment, quand on trace une courbe paramétrée, on ne s'attend pas à ce que toutes les valeurs exactes soient bonnes, mais on s'attend plutôt à ce que la forme globale de la courbe soit cohérente par rapport à la vraie courbe. Voilà, donc maintenant on a fini l'étude d'un point stationnaire. Du coup j'espère que vous avez tout bien compris et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'abscisse curviligne. Du coup à tout de suite.